Rebonsoir à toutes et à tous. On se retrouve donc pour le Focus. Ce soir, on parle jeunesse, femmes et entreprises. Parce que oui, on n'entreprend pas seulement quand on est un homme, on entreprend aussi quand on est une femme, et ce depuis, j'allais dire, historiquement en Guadeloupe, les femmes ont toujours travaillé. Depuis la plantation jusqu'à aujourd'hui, dans de grandes entreprises qui sont innovantes. Donc on va accueillir ce soir sur le plateau Corinne Thimaudan de Gloa-Sanvé. Oui. Nous avons également Daryl Pézeron, Yoël Pépin, pardon. Yoël Pépin et Mayambe qui n'est pas encore là. Qui viendra tout à l'heure. Donc ce soir, on va parler donc de 3 entreprises, 3 initiatives. On aura donc Gloa-Sanvé. On va parler aussi d'Enjamena Kinte Caprice et de Kinte Compagnie qui a ouvert justement en pleine crise sanitaire et sociale d'ailleurs, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais on lui a dédié un petit reportage. On va parler aussi de la junior entreprise à l'université. En tout cas, on ne va pas parler de leur entreprise parce qu'on ne veut pas les jinx, comme on dit en anglais. On n'a pas envie en tout cas de porter préjudice au projet, mais on va parler en tout cas de ce que c'est qu'une junior entreprise. Donc, Corinne, oui. Bonsoir. Donc ce soir, on va parler un peu de Gloa-Sanvé, de l'histoire. On en a déjà parlé, mais le Covid a freiné un peu tout le monde. Donc on va reprendre un peu le pouls justement de Gloa-Sanvé et voir comment on traverse justement le Covid, la crise sociale, où on en est. Donc on va voir quelques images déjà, parce qu'il y a quand même déjà eu de la presse sur Gloa-Sanvé. Oui. Des interviews, donc là ici aller au bout de ses rêves, parce que finalement créer cette marque de maroquinerie et d'accessoires était un rêve, et en plus qui qui valorise le concept de l'économie circulaire. Moi j'aurais même envie de dire l'économie bleue, parce qu'on parle d'économie bleue en Guadeloupe, on parle de l'économie maritime. Mais l'économie bleue, c'est une économie qui en tout cas va valoriser, qui est sans déchets. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va créer des activités, des emplois autour d'une première activité pour éliminer tous les déchets, pour arriver à quelque chose qui soit plus en phase avec l'environnement, l'écologie du territoire. Donc là, on parle justement du cuir. Alors, made in Guadeloupe. On parle du cuir, possiblement, et ça fait quelques années que les gens me suivent, possiblement made in Guadeloupe, puisque j'ai fait tout le programme de tests, de profilage organisationnel qui pouvait nous permettre de justement prendre en charge cette matière première. Et la marque est arrivée, pas au début, elle est née du projet Cuir Guadeloupe. C'est vraiment le cœur du projet Cuir Guadeloupe, qui devait démontrer qu'à partir des cuirs que j'ai réussi à produire, qu'on pouvait fabriquer des accessoires, enfin un tas de choses. On pouvait aller dans des applications aussi différentes. Moi, j'ai pris une application qui est la chaussure Maro. Là, ce sont des cuirs de Guadeloupe. Ça a 10 ans quand j'ai commencé à travailler, celui-là. De l'autre côté. Avec le sac. Et voilà, ça a 10 ans. Quand on a commencé à travailler, c'est du cuir de Guadeloupe, c'est du cuir de test. Et ensuite, je suis passée à une phase de développement de marché. Donc, c'était un projet assez complexe, à tiroir, où il fallait d'abord montrer que la matière première était totalement utilisable, qu'on pouvait tanner dans un contexte totalement éco-responsable et répondre aux meilleures méthodes disponibles et qui ont évolué depuis, qui permettent qu'on sorte un cuir qu'on appelle vert, mais vraiment vert. On n'est pas dans les pays où il n'y a pas de réglementation, c'est très serré, et en plus on peut travailler les tanins avec les plantes de chez nous. Oui, parce que j'allais venir justement la collaboration avec le docteur Henri Joseph. Oui, au tout début, on a eu à travailler ensemble et on a fait quelques tests sur des cuirs que j'avais, qui étaient assez intéressants, mais qu'il fallait poursuivre en labo. Moi, j'avais pas le labo. Mais en tout cas, la première phase de test étant faite, on est passé à la phase de est-ce que les gens vont aimer
les choses que nous allons produire. Est-ce qu'il y a de la place sur le marché pour des marques avec des cahiers des charges bien précis? Comment faire en sorte qu'au niveau de ce qui se fait déjà en termes d'importation, que nous ne soyons pas simplement de la substitution, mais un complémentaire, parce que l'équilibre du territoire aussi est important. Donc, c'était penser tout ce projet-là en tenant compte des différents freins qu'il y avait autour et d'essayer d'y apporter des réponses. Donc, je suis partie sur la marque, le cahier des charges, la définition du cahier de collection, parce que je travaille des collections. Donc, je me suis mise en mode maison de style pour pouvoir travailler. Donc, j'ai passé différentes casquettes pour arriver à ce résultat et continuer de travailler. Encore aujourd'hui, j'étais dans la transmission avec un jeune styliste qui est à Paris et qui s'intéresse beaucoup à la marque Gloa Sangvé et avec qui j'ai pu travailler sur d'autres déclinaisons de produits. Nouvelle Donc, ligne à venir. Oui, on ne sait jamais, je ne vais pas tout dévoiler, mais on ne sait jamais. Ce qui était intéressant à un certain moment, c'est que pendant la Covid, ça permet de refaire le point. De se demander c'est l'effet bénéfique aussi du Covid. Oui, de se demander si ça en vaut la peine, qu'est-ce qu'on a raté, qu'on aurait pu faire différemment. On ne peut pas reprendre le passé, mais en tout cas, on peut améliorer ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver. En tout cas, se mettre dans des conditions personnelles pour accueillir le meilleur. En tout cas, aussi prendre les décisions qu'il faut pour qu'on attire à soi le meilleur. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais qu'on regarde justement quelques images. Donc, on va voir justement quelques modèles de vos collections. Oui. Et puis, un petit reportage justement sur Gloa Sangvé. On regarde tout de suite. Produire local, surtout après 2009, est devenu un enjeu économique majeur. La première étape consistait à évaluer le potentiel de peau brute disponible et à prédéfinir les conditions dans lesquelles nous pourrions l'exploiter. L'idée séduit autant qu'elle intrigue. Pour moi, tout cela prend l'allure d'un véritable parcours initiatique. Mais je m'astreins à décortiquer et à comprendre tous les domaines que je suis en train de visiter. Déconstruire, construire, penser, réfléchir, agir pour pouvoir mettre en place une micro-filière qui tient compte non seulement de nos caractéristiques, mais qui tient compte aussi de données très précises en termes de développement durable et de consommation d'énergie. Alors confiante, je présente ma candidature à un appel à projet innovant de Guadeloupe Expansion et je décroche une aide. Et avec le Centre technique du cuir français, basé à Lyon, nous menons les premières études. Donc voilà quelques images sur le parcours de Gloa Sangvé. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est 10 années d'un investissement sans faille
pour la Guadeloupe. Franchement, Stéphanie, je suis très émue parce qu'en fait, je ne me regarde pas. C'est-à-dire que je fais les choses, j'ai la tête dans le guidon, mais je ne me regarde pas. Tu ne fais pas de rétrospective. Voilà, ça fait du bien. Je ne fais pas de rétrospective, mais la façon dont c'est présenté, j'ai l'impression qu'on a franchi une étape, qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter, qu'on comprend qu'on ne peut pas laisser une possibilité d'avoir 20 jeunes, 10 jeunes, même 5 jeunes qui travaillent, ou des moins jeunes, parce que l'employabilité, ce n'est pas que l'employabilité des jeunes. Il y a des personnes qui sont dans des parcours de reconversion, il y a des personnes qui se cherchent. Et il y a tellement de possibilités qu'offre cette microfilière, de structuration de la filière des industries créatives, que quand je regarde ça, je me dis que je n'ai pas mal travaillé, que j'ai bien fait. Malgré tout ce qui s'est passé, ça valait le coup parce que c'est aller dans l'univers, c'est rentrer dans le cosmos. Et là, le cosmos travaille. Voilà, n'est-ce pas, cosmos travaille. Mais il est important de dire, parce qu'on n'a pas parlé peut-être des embûches, on en parlait tout à l'heure, des embûches, des obstacles, des montagnes qu'il faut, des déserts qu'il faut traverser, mais l'entreprise, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est ça. Même avoir très froid au soleil. Voilà. Ouais. On peut se sentir au Kilimandjaro alors qu'on est ici 35 degrés, voilà. On peut se sentir comme ça. Question, si alors on prend les questions après, si tu veux bien, parce que là on va découvrir une autre créatrice. Et je suis enchantée d'être dans le même package que la dame qui va passer. Que celle qui va passer. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'elle a trop de travail. Donc, on est très heureux et heureuse qu'elle ait trop de travail en cette fin d'année. C'est positif. Donc, on va vous présenter N'Djamena Kinte Caprice qui a ouvert récemment Kinte et compagnie. Donc, la mode, la créativité, l'industrie justement de la création en Guadeloupe est florissante. On découvre justement cette jeune entreprise. Ça date d'un moment maintenant. Alors, au départ, je faisais des vêtements pour moi. À l'époque, j'étais tout le temps avec 2 copines. Je parle des années lycée, les années lycée. Et on s'amusait à se faire des tenues dans le même tissu, mais des tenues différentes parce qu'on avait des styles différents pour sortir, qu'on avait envie, tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais professionnellement, réellement, mon premier défilé était en 2004 au Big Créole. C'était là le premier défilé et depuis, j'ai jamais arrêté. Et voilà, on est là en 2021, fin 2021. Donc, ouais. Ça fait un moment maintenant. Ok. Et après plusieurs années donc, à créer comme ça des vêtements, je les plaçais dans des boutiques spécialisées de création d'artistes. J'ai fonctionné comme ça pendant un moment. Il est vrai que pas côtoyer, mais travailler avec d'autres personnes, c'est pas toujours évident. On se fait parfois couillonner, ou ça se passe pas forcément bien avec la personne. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ce serait bien d'avoir ta boutique. La clientèle me faisait également un retour en me disant, écoute, il y a des fois où on a besoin de vêtements de dernière minute, on a envie de trouver du Kinte. C'est pas évident de savoir où aller, comment. Il faudrait que tu aies ton point de vente. Les gens ont besoin de ce rapport avec la créatrice, un rapport direct. Je dis bon, c'est vrai. Bon, allez. Le truc, c'est que j'ai jamais osé me lancer. Ben, c'est très simple, question de finance. Question de finance, parce que tu me diras bon, ben, tu fais un prêt. Comme tout le monde fait des prêts. J'avais peur de faire un prêt. On paie mes doués mounes. Donc, j'ai continué de jongler comme ça pendant un moment.
Et là, j'avoue que j'ai été un peu poussée par mon entourage. Et là, je me suis dit, bon, tu as un âge, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je me lance. Préparer les dossiers, monter le projet, tout ça. Donc, ça prend un petit temps quand même. Essayer de trouver les fonds. Tu penses être aidé par la région et ceci et cela. Si tu n'as pas les reins solides, démarrer, au paquet pour côté. Donc, au final, voilà, j'ai réussi enfin, on va dire, à ouvrir Kinte et compagnie. Parce que je me suis dit, quitte à faire un point de vente de création, pourquoi le faire que pour moi? Autant mettre en avant d'autres créateurs parce qu'on a beaucoup de talent ici. Et donc, j'ai fait une sélection de créateurs qu'on ne trouvait pas encore en Guadeloupe et que je trouvais intéressants et pointus dans ce qu'ils font, chacun dans leur domaine. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire Kinte et compagnie. Voilà. Alors, par rapport à Kinte et compagnie, quand j'ai commencé à présenter le projet, effectivement, c'était, alors, il y a 2 ans, donc on était déjà en plein Covid, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru, en me disant, oui, mais en ce moment, les banques sont frileuses, comment s'en sortir? Là, c'est tout le temps fermé, un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé, comment vous allez pouvoir gérer tout ça? Et je ne me suis pas démontée. Je me suis pas démontée. Je m'étais dit qu'au pire, on partirait d'abord sur une boutique en ligne. Si jamais je me rendais compte que la situation était trop difficile, l'idée c'était ça, c'est de partir sur une boutique en ligne pour pouvoir rattraper quand même. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de faire ça. On croise les doigts, tant mieux. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai ouvert il y a qu'un mois, un peu plus d'un mois maintenant. Ah mais ça fait presque 2 mois en fait. Presque 2 mois. Première semaine, très bien passée. Deuxième semaine, barrage. Donc là, on passe en crise sociale Guadeloupe. Je dis, bon, là, on mêlé. Mais malgré ça, j'ai trouvé que la clientèle est restée présente malgré tout. Donc pas pendant les 2 premières semaines de barrage où c'était vraiment difficile de se déplacer. Mais les gens étaient peut-être curieux de venir voir ce qu'il y avait ici, puisque comme c'est un concept store, donc on propose vraiment plein de choses intéressantes. Pas que de la vente, on a prévu plein de surprises que je vais commencer à mettre en place, je pense, d'ici février. Des ateliers, bon, j'en dis pas plus, mais il y aura, on va faire bouger un peu ce lieu qui pour moi n'est pas juste une boutique. C'est vraiment un concept store de tendance caribéenne et notre but c'est mettre en avant les créateurs et les artistes. Voilà. Montrer un petit peu ce qu'on a chez Kinte et compagnie. Là, c'est rangé par créateur déjà. Donc chaque créateur a un petit espace qui lui est dédié. Là, c'est Jo Dorio, une créatrice de bijoux de la Martinique qui fait des choses super colorées, pareil que des pièces uniques, fait main et tout. Et Joël, la créatrice, j'ai connu Joël à mes débuts. À mes débuts parce qu'elle commençait également. Et du coup, on a un peu évolué ensemble, chacune de notre côté, mais ensemble quand même. Donc pour moi, c'était une évidence qu'elle devait être présente à la boutique. Qui, elle est d'ici. Elle fait, alors comment dire, elle travaille l'argent. Elle travaille l'argent, donc c'est vraiment des pièces réalisées main. Elle travaille également la fibre de bananier, je trouve ça génial. Il semblerait que ça soit hyper résistant, qu'on puisse même se baigner à la plage avec ça, à la mer. Et là, mon coup de cœur chez elle, c'est le lambi. Parce qu'elle a réussi à extraire certaines parties de la conque à lambi. Et par exemple, ici, à sertir carrément un morceau de lambi sur une bague. Donc, elle fait vraiment des choses extraordinaires de ses mains. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a des super créateurs en Guadeloupe, quoi. Vraiment. Qui n'est pas très connu, mais qui fait des choses que je trouve super sympas. Que des pièces uniques également, à des prix super abordables. Le travail est super bien propre. Franchement, ça a été mon coup de cœur aussi. Donc bon, j'avoue, j'ai mis que mes coups de cœur à la boutique. Après, pour mettre en avant, parce qu'il faut aider également les jeunes à monter. On a sur les maillots de bain, Kelvy Design, que vous avez pu voir dernièrement pendant l'élection de Miss Guadeloupe. C'est lui qui avait fait les maillots de bain. Donc c'était en fait c'était ce maillot-là.
C'était ce maillot, mais en madras. Et les filles ont super bien porté ça, donc Envy est présent également à la boutique. Il vit sur l'ombre, mais on a quelques pièces. Voilà. On a également Essence Création, qui elle est de Marie Galante, donc elle fait, bon, bien sûr, on a du Kinte, parce que bon, du Kinte et compagnie, il faut que Kinte soit là quand même. Donc il y a toute une partie vêtements création, mais je propose également des vêtements un peu plus basiques, des choses un peu plus de tous les jours, et une petite collection spéciale, quelques pièces sur lesquelles j'ai fait imprimer des œuvres d'un artiste guadeloupéen qui vit aux États-Unis, Jean-Joël Spatafora. J'ai choisi 4 de ses œuvres que j'ai fait imprimer sur les vêtements pour, pareil, mettre en avant un peu ce qu'on sait faire ici. Voilà. C'est bon? Alors là, c'est un exemple des œuvres qu'on a fait imprimer. La particularité, ce sont ses yeux. Quand j'ai vu ses yeux, je me suis dit, mais c'est tout moi. C'est tout moi, moitié Guadeloupe, moitié Martinique. Et voilà. Une des 4 œuvres qu'on a fait imprimer sur les vêtements. Il y en a une qui pour moi représente, enfin symbolise la liberté. Tu vois? Donc voilà, un petit reportage dédié à N'Djamena Kinte Caprice qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc 9 minutes étaient bien nécessaires puisqu'elle ne sera pas là pour discuter. Elle est très agréable. On a eu l'occasion la boutique est très agréable. Moi, donc du coup, je suis allée faire ce petit reportage avant de venir donc à la station, à Canal 10. Donc voilà, on va pouvoir discuter. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà? Je trouve intéressant la collaboration, justement, montrer qu'on peut collaborer avec Dr Joseph, avec certainement d'autres femmes entrepreneurs, mais l'idée étant qu'on peut créer ce tissu. En fait, souvent ce sont les opportunités qui créent, les occasions qui créent les opportunités. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer. On a même, je crois que ses œuvres ont participé à un défilé où moi j'étais invitée en tant que chausseur. Donc les collaborations sont nécessaires parce que ça ouvre l'esprit et ça permet aussi de se challenger. Je rencontre beaucoup de créateurs, de designers, de stylistes. Mon rêve vraiment, ce serait d'arriver à travailler des collections complètes, chacun dans son domaine, mais avec une énergie qui circulerait dans ce que nous pourrions créer ensemble et qu'on pourrait vendre à travers le monde, parce que les gens sont demandeurs aussi de ça, de notre touche, on va dire la French touch caribéenne. Le génie guadeloupéen, c'est un peu ça. J'étais transformée sur cette photo. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah, on ne savait pas que tu étais comme ça ». Je les rassure, je ne savais pas non plus que j'étais comme ça. Juste avant que l'œil d'Ivancy Madure capture ça. Donc, nous les créatifs, en fait, moi je pense que les créatifs en général, ce sont des gens qui sont plus dans la retenue. On n'est pas dans le show-off. Et quand on est poussé au devant de la scène, c'est vrai, et qu'on y va, c'est que vraiment il faut le faire, quoi. Il faut vendre, il faut défendre ce qu'on fait, il faut défendre le produit. Mais quand on est un créatif, on est dans l'observation, on est beaucoup dans on prend en fait tout ce qui se passe autour pour essayer ensuite de le traduire et de l'interpréter dans ce que l'on fait. Donc moi, ma particularité, souvent je dis, on me dit oui mais t'es une intellectuelle, en même temps t'es une manuelle. Je cherche pas à savoir laquelle des parties de moi est la plus développée. Tout ce que je sais, c'est que quand je travaille et que je me penche sur une problématique, il faut que j'en sorte quelque chose de beau. Parce que j'ai besoin d'avoir du beau autour de moi. Après, l'idée de intellectuel ou manuel, alors je pense qu'il y a des personnes qui ont on va dire, une appétence pour ce qui est manuel, qui peuvent aller plus dans ce sens, mais je pense qu'on est tous intellectuels et manuels d'une certaine il faut l'accepter, hein. C'est-à-dire que notre société, en fait, les étiquettes sont encore très prégnantes dans notre société. Et c'est dommage parce que le talent se cache à travers ce genre de choses. Découvrir que quelqu'un est capable, je sais pas moi, de piloter un avion et en même temps d'aller dans son champ, les gens vont se dire ouais mais comment ça se fait, le gars il peut piloter un avion mais le gars ça a son agriculteur.
Oui, ça n'a rien à voir. L'intelligence, la plasticité que nous avons dans notre cerveau pour absorber un certain nombre d'enseignements, pour apprendre, de se transformer, c'est justement toute la beauté de ce qui se passe en ce moment dans notre vie, dans notre monde. On laisse le 20e siècle, on rentre dans autre chose qu'on appelle le 21e siècle. On se sent un peu flou là-dedans parce que cette période transitoire nous bouscule, mais en fait, ça peut faire sortir de nous, à mon avis, de belles choses. Oui, il y a plein de belles choses qui ressortent et qui émanent de nous. D'ailleurs, on dit bien que l'homme est perfectible, on le sait, on l'a appris en philo, n'est-ce pas? C'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans une case et qu'ils ne peuvent pas en sortir durant leur vie. Et c'est important de dire qu'aujourd'hui, Gloire sans vue le montre, la dame aussi a Kinte aussi le montre, N'Djamena, les jeunes aussi le montrent ici, c'est que, comme elle dit, la plasticité du cerveau aujourd'hui, on le sait, est amenée à faire plusieurs choses. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux et autres, mais il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord des êtres humains. On s'est appelé Homo sapiens sapiens, donc l'être de sagesse. Donc il faut mettre beaucoup de sagesse en nous pour qu'on puisse montrer la meilleure facette de nous-mêmes, et notamment lorsqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, la projection de soi-même. Et la projection de soi-même avec un haut potentiel est la meilleure des choses qui peut y arriver. Et des personnes comme Gloire sans vie le montrent parfaitement. Oui, la question des hauts potentiels. Les gens pensent que les hauts potentiels, ce sont des gens qui peuvent résoudre des grandes équations mathématiques. Oui, ça fait partie des hauts potentiels. Les hauts potentiels, ce sont des gens aussi qui ont une intelligence émotionnelle très développée. Et à travers cette intelligence émotionnelle, ils vont trouver ou présenter des solutions qui sont différentes de celles que proposeraient des gens qui sont plus dans une conception linéaire des problématiques. Quelque chose de plus cartésien. De plus cartésien. Mais les deux sont complémentaires. Et justement, ce qui est bien, c'est que, je vais dire, dans l'ancien monde qu'on est en train de quitter, il ne faisait pas beaucoup de place à cette compétence émotionnelle, cette empathie qu'on utilise de façon appropriée. Et l'empathie, c'est pas juste dire, ouais, moi, encore comprendre. Non, quand quelqu'un vient poser une problématique, c'est essayer de la résoudre. Des fois, on ne vous laisse pas la résoudre parce que les gens sont dans un autre système, ils veulent ça et c'est comme ça. Mais on comprend et on répond. Il y a des manières de répondre à cela. Alors, il faut dire que l'histoire, en tout cas, on sait que comme la place des femmes, comme tout un tas de choses qu'on ne va pas développer ce soir, mais l'intelligence émotionnelle avait certainement une importance plus accrue bien avant dans l'histoire. Ça a changé au moment des Lumières, etc. Où on est des sachants, voilà, sur le savoir pur. On parle bien même des sciences dures et des sciences molles, quand on parle des sciences humaines et des sciences comme la médecine ou la physiologie, etc. Donc voilà, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc on va parler avec les jeunes entrepreneurs de Guadeloupe. Vous avez aussi des questions en même temps. Voilà, vous avez des questions, mais donc on va parler un petit peu, on va laisser place aux questions évidemment, mais on va parler aussi de l'entreprise à l'université, entreprendre à l'université, qui est innovant en Guadeloupe, mais qui n'est pas neuf, en tout cas comme dispositif, mais on va voir un peu avec vous de quoi il s'agit. Donc déjà vos questions. La question que je me posais, entre au moment où vous avez eu l'idée et où vous êtes lancé pour pouvoir mettre en place justement votre cahier des charges, etc. Je voulais savoir combien de temps ça peut à peu près écoulé entre la réflexion et la mise en pratique en fait. 2008, je suis en gestation. Oui. Je suis plus un intrapreneur, ça veut dire que je travaille à développer mes skills à l'intérieur de mon entreprise pour avoir plus de marché, me connaître mieux. Donc, je rentre aussi dans du développement personnel, des choses comme ça, où je découvre au fur et à mesure que ce que je soupçonnais de moi se confirme. Donc, j'y vais. Et puis, sur un projet d'entreprise sur lequel je travaillais, j'ai vu qu'il y avait une problématique qui était soulevée. Donc, 2008-2009, je réponds à un appel d'offres. Oui, d'accord, j'obtiens l'appel d'offres qui était sur la préconfiguration des filières potentiellement
intéressante pour la Guadeloupe. Et je me suis intéressée au travail des cuirs, mais surtout ma question c'est maintenant que nous avons un abattoir clairement identifié, donc une traçabilité des déchets, qu'est-ce qu'on en faisait? Donc au fur et à mesure, j'ai pas glané des informations, j'ai recueilli des informations pour pouvoir les traiter. Et puis, je les ai traités 2011. Ça date de 2011-2012. D'accord. Donc, le cahier des charges est venu au fur et à mesure que j'ai rempli les différentes étapes qui étaient très claires, élaborées, donc, et les objectifs aussi. Donc, à chaque étape, de toute façon, le cahier des charges, on écrit une ossature, mais après, ça peut aussi changer par rapport aux matières qui ne sont pas disponibles tout de suite. Comment vous allez faire pour pouvoir le justifier en termes non pas de promesse, puisque la marque n'est pas une promesse, mais une invitation. Là, j'ai vraiment changé mon truc marketing. Je ne suis vraiment pas rentrée dans la promesse. Je ne suis pas non plus rentrée dans tous les codes de la mode pure et dure. Je suis restée très RP. Sur Gloa Sanvé, puisqu'il s'agit encore d'un projet qui n'est pas celui d'un designer pur, mais celui plutôt d'un business designer, de quelqu'un qui va dessiner, qui va mettre en forme une idée dans toutes ses composantes. Donc, j'ai pris le parti pris de ne pas me positionner vraiment comme une marque de mode. Avec tous les codes qui lui appartiennent. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Une petite question de ma part. Comment voyez-vous le genre de phrase qui dit concrètement qu'il faudrait oser apprendre, oser sortir de sa zone de confort ou oser faire quelque chose dont on a peur? Est-ce que vous pensez que ça s'allie beaucoup à l'entrepreneuriat ou commencer l'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes? La question pour moi de l'entrepreneuriat, vraiment, c'est une question très personnelle. C'est une question d'intention. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de ça? Est-ce que vous faites ça pour exister? Est-ce que vous faites ça pour vous réaliser? Parce que les mots sont différents, c'est subtil, mais c'est différent. Est-ce que vous faites ça pour vous réaliser? Est-ce que vous faites ça parce que vous voulez sauver votre territoire? Alors à ce moment-là, je vais vous dire, sauvez-vous d'abord. Sauvez-vous d'abord, devenez fort dans ce que vous faites et vous verrez que ça va rejaillir de toute façon d'une manière ou d'une autre sur le territoire, enfin je le pense, même si je suis pas... Moi j'ai vécu des choses très très particulières, je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça peut faire pleurer dans les chaumières, mais bon, c'est pas le but ce soir. Donc il n'y a pas de phrase toute faite pour l'entrepreneuriat. Et pour moi, il n'y a pas de phrase. Il y a des hommes qui vont se construire. C'est comme quelqu'un peut me dire qu'il est né papa. On ne naît pas papa, on le devient. Il y a des gens qui s'étonnent qu'il y ait des femmes qui n'aient pas l'instinct maternel. Mais oui, mais les hommes non plus n'ont pas forcément l'instinct paternel. Il y a des choses qui s'apprennent. L'être humain, comme disait Stéphanie, est perfectible. Donc, plus nous allons avancer dans notre envie de faire les choses, de comprendre comment ça fonctionne, plus à mon avis, on aura des chances de réussir. Et il y a le temps aussi. Il faut savoir à un certain moment que toutes les entreprises ne se construisent pas dans un même temps et ni même dans un même espace-temps. Tout dépend du domaine que vous allez habiter, tout dépend de l'enjeu que va représenter votre initiative. Ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Mais on a tous envie de mettre la charrue avant les bœufs. Moi, c'est un... Je dirais pas que c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que quand vous faites les choses et que vous avez envie de les faire bien, que vous avez cette projection qui va très loin, à un moment, vous êtes pris dans cet engrenage-là, vous ne vous arrêtez pas. Il faut avoir un calendrier, il faut savoir dire stop si vous sentez vraiment que ça s'emballe. En tout cas, moi, je sais que je n'ai pas explosé les chiffres, mais en termes d'études, de projets, de dessins et modèles, voilà, j'ai enrichi mon entreprise, que je vais peut-être fermer demain.
Oui, parce que il faut de la trésorerie, il faut qu'il y ait une lecture de votre modèle économique, sans que les gens vous laissent expliquer ou ne veulent pas voir en quoi consiste effectivement ce modèle économique, parce que c'est un maillage d'activités, que d'autres reprennent la même idée dans d'autres projets et le modèle est parfait. Donc après, vous vous dites, c'est une question de personne, c'est une question de timing, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le truc facile. Si j'avais donné ça, on m'aurait donné ça. Non, ça s'est passé comme ça, peut-être parce qu'il fallait du temps pour que l'idée même d'avoir un produit manufacturé, puisqu'on va parler d'un produit manufacturé en Guadeloupe, sorte de terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre territoire n'est pas censé faire ça. Non pas que les gens ne veulent pas que nous fassions ça. Notre territoire n'a pas été modelé pour sortir des micro-filières industrielles basées sur de la manufacture. Voilà. Il y a un début à tout. Il y a un début à donc tout. C'est vraiment aller. Quand j'ai compris sur quoi j'étais, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais moi-même porteur d'un projet de société. C'était énorme. Moi, je suis quelqu'un d'assez tranquille. Et j'ai dit, mais venez, rejoignez-moi sur ça. On fait les choses ensemble, moi dans ma partie et vous dans ce que vous savez faire. Et par rapport à cette tranquillité, parce que j'ai connu énormément de personnes qui avaient des idées... Vous n'avez pas envie de parler de la junior entreprise. Oui, on va aller très... Déjà le concept, parce que je suis obligée de... Mais c'est fort intéressant. J'aime bien avoir ce type de questions. Oui, c'est vraiment intéressant de pouvoir que les jeunes interrogent. Surtout, oui, bien sûr. À mieux comprendre. Alors, est-ce qu'on peut quand même expliquer le concept en fait de la junior entreprise? Alors, la junior entreprise est un concept qui existe depuis les années 1960 à peu près. C'est né dans les écoles de commerce et l'idée c'était de pouvoir permettre aux étudiants de passer de la phase théorique de leurs études à la pratique. Et l'idée derrière ça, c'était que les étudiants, via une structure dite la junior entreprise, puissent avoir des offres, des appels à projets faits par soit des entreprises ou des particuliers et qui puissent y répondre avec le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein de leurs études. Et l'idée derrière ça, c'est on se posait la question dans l'Université des Antilles, avec tout le savoir-faire qui existe, que ce soit dans le domaine scientifique, informatique, économique, et politique, STAPS, qu'il y avait toutes les compétences. Il y avait un savoir-faire qui pouvait être mis en place pour répondre à des appels d'offres en tout genre et justement permettre aux étudiants de passer de la théorie à la pratique dans le domaine qu'ils sont en train d'acquérir en tout cas. Et c'est pour ça, c'est vrai que ça fait un peu... on s'était dit que vu que ce serait bien de mettre ça en place, que l'université puisse au moins obtenir une jeune entreprise pour pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir voir à peu près ce qu'il y a derrière les études qu'ils sont en train de faire et par la suite être rémunérés à juste titre du travail fourni. Et à travers ça, ça leur permet d'obtenir un réseau, mine de rien, au travail qui va être effectué et en même temps... voir tout ce qu'il y a derrière la facette de leurs études en fait. Et concrètement, je reprendrai encore mieux. On avait commencé, pour ceux qui sont habitués à nous voir sur ce plateau, on avait commencé par WeBash concrètement qui visait à mettre ensemble des étudiants qui ont une passion, qui ont du mal à l'exprimer, qui ont du mal à sortir du cadre un petit peu de l'université pour aller plus loin et pour montrer que vraiment... il y a plus que le diplôme, il y a vraiment un métier, il y a quelque chose où on peut... Des applications concrètes. Exactement, des applications concrètes et il y a tout un univers encore à explorer par-delà le diplôme et les études. Et WeBash avait cette fonction-là. Maintenant, avec une junior entreprise, l'objectif est quelque part d'éviter, tout en aidant les étudiants qui sont justement parfois ou très souvent en situation de précarité, les aider d'avoir une petite aide, mais en même temps pouvoir appliquer leurs études dans le cas concret, se confronter au monde professionnel, se confronter aux vrais besoins du monde, des professionnels concrètement, commencer à se faire un réseau, se faire connaître, du côté des entreprises, de repérer des profils qui pourraient peut-être
engager plus tard, mais quelque part aussi d'éviter une fuite des cerveaux, parce que je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. J'ai rencontré durant ces années des personnes talentueuses au sein de WIBH et au sein de l'université, dans d'autres choses, dans le droit, en Sciences Po, en économie et en mathématiques, des gars qui étaient doués pour les maths, pour l'informatique, pour la physique, et qui sortaient majeurs de leur promotion sur 2 licences en même temps. Donc j'ai trouvé ça un petit peu énorme qu'ensuite ces personnes pensent que leur avenir est autre part. Et moi, j'ai été dans cet même état d'esprit, et je me suis rendu compte que finalement, si je voulais faire quelque chose, il fallait que je le fasse de moi-même, et à toute puissance, et ici, pas forcément autre part, pas forcément... Voilà, pas forcément dans une autre vie, vouloir tout effacer. Comment vous voyez quand même, il faut être lucide. Hein. Il y a les innovations, il y a les innovations, les propositions, mais on sait que le marché du travail comme le marché économique, il fonctionne l'offre et la demande et qui ne peut pas tout absorber. On ne pourra pas employer tous les Guadeloupéens, on sait, sauf si notre marché grossit. Bon, je ne sais pas encore comment ce serait possible. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit ouvert à l'international. Voilà, quand on monte les projets aujourd'hui, on a un pied ici et un pied à l'extérieur. C'est ça qui permet d'augmenter un certain volume. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Mais déjà ici, moi je vois des gens qui fonctionnent très très bien, qui ont de gros volumes de vente. L'économie aujourd'hui se pense de façon transversale et éclatée. Il y a des petites niches à aller chercher dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Et il ne faut pas hésiter. Certains vous diront oui, mais ça ne rapporte pas des milliards. Moi, je pense que si ça rapporte des millions, c'est déjà bien. Oui. Mais il faut construire les canaux de distribution. Il ne faut pas avoir peur, par contre, de construire les différents canaux de distribution, de s'y accrocher, de mettre les compétences qu'il faut pour pouvoir, parce qu'un chef d'entreprise ne peut pas tout faire. Donc les compétences à l'export, les compétences pour aller positionner des marchés, des produits sur des marchés, ce sont des compétences qui sont de plus en plus demandées parce que les entreprises guadeloupéennes, aujourd'hui, quand elles produisent, elles répondent à des normes excellentes et elles sont d'excellentes factures. Ça, on ne peut pas en douter. Donc, elles jouent vraiment avec beaucoup de grâce et une espèce d'espièglerie, une sorte voilà, ils y vont. Et cette génération-là, quand ils ont l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, ils la saisissent. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et souvent je le dis aux jeunes, parce que je ne suis pas vieux, mais je le dis aux jeunes quand même, c'est que plus jeune, c'est que 400 000 personnes en Guadeloupe, et des millions de personnes dans le reste du monde qui vous attendent. Donc aujourd'hui, si on veut conquérir des marchés, il faut aussi conquérir ici, chez soi, ou être fort à l'intérieur. Un marché vrai, socle. Je ne dis pas le contraire. Je suis le premier je suis bien placé pour le dire, mais il faut aussi aller aussi à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, qu'est-ce qu'on demande? C'est de la créativité, c'est de la nouveauté. Je prends l'exemple de Virgile Abloh, qui est décédé récemment, mais il a commencé en faisant des t-shirts floqués de son nom et de son prénom. Il a fini comme étant directeur artistique de Louis Vuitton, parce qu'il a apporté une nouveauté. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on doit dire aux jeunes, c'est que la nouveauté guadeloupéenne, caribéenne, est attendue de le reste du monde. Qui plus est, vous avez les normes qu'il faut, comme dit Corinne, comme dit Corinne, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc aujourd'hui, il faut pouvoir ne pas avoir peur. Et quand on parle de marché, souvent... on se restreint au local, alors qu'aujourd'hui, un avocat guadeloupéen a les mêmes difficultés qu'un avocat parisien, par exemple. Un comptable aujourd'hui guadeloupéen a les mêmes problématiques qu'un comptable parisien ou londonien. Voilà. Moi, je connais des jeunes ici, je peux vous mettre en contact avec eux, de jeunes femmes qui vendent des chaussures au Mexique, par exemple, des bijoux au Mexique. Elles sont en Guadeloupe, je les connais. Il ne faut pas oublier non plus que notre marché, c'est le marché régional, interrégional. C'est Guadeloupe, Martinique, Guyane. Exactement. Et c'est pour ça que depuis le début, on a été assez ambitieux dessus. On fait beaucoup de concours à l'international, les concours Google, où on est arrivé 1500e sur 9000 personnes, équipes, pardon, Afghanistan, Inde, etc. Et même chose, on a fait des concours où on voulait réunir tout le cercle caribéen, juste avant le Covid, heureusement, où vraiment on a voulu montrer aux personnes qu'il y avait du talent ici.
même face à l'étranger, j'ai fait énormément de boulot et j'ai pu constater qu'il y avait un énorme besoin et souvent on allait chercher autre part ce besoin. On ne regardait pas au sein même, peut-être même à nos portes, des étudiants qui venaient de sortir de leur cursus. Des fois, ils pensent que c'est vraiment en allant là-bas qu'ils auront, enfin, ils auront un meilleur bagage, ils auront une autre expérience. Mais parfois chercher ici à faire de nouvelles choses et parfois dans l'autre sens. Par exemple, un exemple concret avec la junior entreprise, on sait très bien faire des sites internet justement qui pourraient partir dans le e-commerce, mais pas seulement au sein des Antilles, pas seulement par rapport à la France, bilingue, donc anglais et français, très facilement. Et quelque part, on voulait s'offrir au marché justement en offrant ce genre d'ouverture. Là où d'autres entreprises auraient peut-être... enfin, on s'est déjà arrangé avec, entre guillemets, certaines entreprises pour, entre guillemets, ouvrir le chemin vers la suite, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre de faire avec la junior entreprise, avoir une passerelle entre l'université et le monde professionnel. Et c'est souvent ce qui manque lorsqu'on est au sein de l'université, c'est que c'est à partir, je dirais, du master qu'on découvre véritablement le monde professionnel. Alors qu'il suffirait que depuis la licence, pour ceux qui ont les capacités, de pouvoir découvrir comment fonctionnent déjà certains aspects du marché dans leur domaine, et de là qu'ils puissent se rendre compte un peu de ce qui existe sur notre territoire et à travers cela se faire une idée si oui ou non ils souhaitent vraiment s'établir ou pas ou aller beaucoup plus loin par la suite en voyageant à l'international. Mais en tout cas, à travers ça, ils vont acquérir déjà un bagage professionnel vis-à-vis de la junior entreprise. Il y a des filières qui le permettent, mais pas dans toutes les filières. Par exemple, moi je suis en informatique, dès la L3, on peut travailler en entreprise. Je travaille depuis 3 ans dans la même entreprise. Mais toutes les filières n'ont pas cette chance et c'est à partir de là que franchement après le diplôme on sait qu'on ne va pas être lâché dans la nature et qu'on saura quoi faire après. Donc la junior entreprise est, on va dire, une passerelle qui sera intéressante en tout cas pour certaines filières. Il faut se dire aussi que certaines filières, on considère peut-être qu'à la licence, ils ne sont pas suffisamment aguerris ou compétents ou formés pour pouvoir être dans le monde professionnel. Ça dépend, et pourtant, depuis la licence, il y a des étudiants qui, par exemple, ont fait l'application qui va sortir prochainement, enfin qui est déjà sortie, Mahua, et ils étaient en licence, et ça a été fait par des étudiants qui étaient en licence informatique. Informatique, mais oui. C'est pas toutes les filières. C'est ce que je faisais la nuance avec toutes les filières qui ne sont pas nécessairement professionnalisantes. On est très poli, par exemple. En droit, on participe à des concours d'éloquence, c'est pas du tout notre milieu, hein. On n'est pas du tout éloquent, donc c'est plutôt Sciences Po, c'est plutôt les échos et c'est plutôt les droits, mais ce petit côté diversifié qui fait que parfois, comme disait madame, on se découvre autre chose, on ose faire finalement quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire, comme par exemple on a pu voir l'autre soir Miguel, c'est quelqu'un qui est normalement en biologie, mais il voulait une application pour vendre son produit et il s'est mis à l'informatique et il m'a dépassé sur certains points. C'est clairement... Oui, donc c'est intéressant en tout cas pour la pluridisciplinarité, certainement aussi. Exactement. Multiplier les compétences. Donc il nous reste quelques minutes d'émission, ça passe toujours trop vite. C'est fort agréable. Oui, en tout cas, c'était un très bel échange. On a hâte de découvrir votre junior entreprise parce qu'on est certain que vous allez créer votre junior entreprise. Donc, accrochez-vous. On va tout faire pour ne pas vous décevoir. En tout cas, on espère que ce projet verra le jour pour permettre à l'UA de briller et de le faire au même titre que toutes les écoles supérieures françaises. Mais faites un appel à projet au président tout de suite. Au prochain président, puisqu'il y a les élections, on ne sait pas encore. Mais dites tout de suite que vous vous positionnez pour répondre au mieux à l'appel d'offres qu'ils vont lancer pour la création de la junior entreprise. Effectivement. Donc, osez. Tout simplement au prochain président ou la prochaine présidente de l'Université des Antilles, que nous, en tout cas, nous sommes engagés vis-à-vis de cette junior entreprise et que nous comptons bien, en tout cas, faire en sorte que les étudiants soient beaucoup plus valorisés par rapport aux compétences qu'ils acquièrent et que ça puisse permettre à l'université de pouvoir briller aussi bien que n'importe quelle université dans notre territoire, enfin, au national, je veux dire. Donc, voilà. National. Est-ce qu'on avait un mot de la fin? En tout cas, on voit que l'entreprise guadeloupéenne est florissante, qu'il y a beaucoup de choses qui couvent, malgré, on va dire, les barrages, tout le stress et l'anxiété créés par les crises qui se succèdent, qui se multiplient, qui se démultiplient.
Mais bon, il paraît qu'en termes d'énergie, quand il y a beaucoup de crises, c'est que justement l'univers lutte contre le changement, mais le changement advient quand même à la fin. Donc oui. De toutes les façons, les temps difficiles créent des grands hommes. Donc je pense que si nous sommes dans les temps difficiles, il était là. Ça. Le génie toute façon, guadeloupéen, il y a il pas est de là. Il a toujours. De toute façon, le génie advient dans l'adversité. Donc, Tout à fait. Oula, Hein? ouais. Mais tant qu'on vit ça, on sait qu'on est vivant. Hein, il y a exactement. quelqu'un qui m'a dit ça. Exactement. Après, je tiens quand même à fin d'émission. Je tiens quand même à le dire. Continuez à me contacter sur les réseaux sociaux pour la formation d'e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté à ma grande surprise. Donc n'hésitez pas. Il reste Pourquoi encore es-tu des places. Non, mais il me fait rire, Mayande. Tu proposes quelque chose de Oui, positif, mais- surprise, Sébastien. il est- Je pensais. Non, Bon, non, allez. oui, il est modeste. On Voilà, dit qu'il est humble. voilà, en toute humilité, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes, mais il y a eu beaucoup de personnes. Donc continuez à me contacter, il n'y a aucun souci. Et je vais répondre le plus vite possible pour certaines personnes. Ou certaines Voilà. personnes. Non, mais voilà, comme je disais, l'e-commerce, c'est l'avenir. Donc c'est déjà l'avenir. Donc Voilà. il faut y aller. La Guadeloupe est exportable, ce sera le mot de la fin. Les Oui, femmes ça. entreprennent, deuxième mot de la fin. Les jeunes entreprennent, troisième mot de la fin. Donc ce soir, c'était les jeunes et l'entreprise, et les femmes, pardon, et l'entreprise. Demain, dans le Focus, nous parlons avec les artistes. Donc nous aurons artistes et mobilisation. Nous recevons Samuel Gélas, qui est donc plasticien et en exposition actuellement à l'Atrium en Martinique, qui va nous parler justement dans son Blood Memories. On a ensuite le défi guadeloupéen qui va venir nous exposer son projet de société, et enfin le syndicat Artistes Guadeloupe qui va venir parler justement de ses revendications pour le fonds de soutien aux artistes guadeloupéens de la région et du département. Voilà. Bonne soirée, on se retrouve demain pour la tranche info.